Bonjour à tous. La fracture territoriale s'est invitée dans le débat public. Notre pays, comme les autres pays développés, mais de manière encore plus accentuée, s'organise progressivement autour de grandes métropoles. La question de la place des territoires se pose alors, avec de nombreux enjeux économiques, mais aussi démocratiques. Comment développer l'attractivité de ces territoires et comment les dynamiser? Car c'est aussi là que se pose la question de la vitalité de nos régions, mais de la reconquête de notre souveraineté économique. C'est pourquoi Décideur Magazine a fait appel à Dorothée Ferreira, présidente du MEDEF Limousin et membre du conseil exécutif national du MEDEF, dans l'émission Décideurs et territoires. Dans ces 8 émissions, qui seront chacune consacrées à une région de France, Dorothée Ferreira, en tant que grande témoin des enjeux territoriaux, et moi-même, recevrons en plateau des chefs d'entreprise. Au travers de leur histoire, mais aussi de leur identité, de leur stratégie et de thèmes comme l'emploi ou l'écosystème territorial, Décideurs et territoires mettra en lumière l'entrepreneuriat dans nos régions françaises. Bonjour à tous, bienvenue dans Décideurs et territoires, une émission dans laquelle Dorothée Ferreira, présidente du MEDEF Limousin et directrice générale d'Indépendance Royale, et moi-même recevons des chefs d'entreprise situés en région. Bonjour Dorothée. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission consacrée à la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Benoît Coquart, Bonjour. directeur général du groupe Legrand, Madame Sophie Angster, Bonjour. cofondatrice et directrice générale de l'atelier de luxe et artisanal Chamberlain, et Monsieur Jean-Charles Vicard, président directeur général du groupe Vicard. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer peut-être, pouvez-vous nous présenter rapidement votre entreprise en quelques chiffres clés? Madame Angster d'abord peut-être? Oui, alors Chamberlain a été créé en 2015. Le concept, c'est de fabriquer des souliers sur mesure grâce à une application smartphone que nous avons développée et brevetée. Ça a mis un petit peu de temps à se lancer, puisque nous avons créé à la fois l'atelier de confection en Dordogne et en même temps cette application. Donc on a lancé commercialement en 2017. Monsieur Jean-Charles Vicard, si vous voulez nous présenter votre entreprise. Entreprise créée en 1925, complètement familiale. Je suis la 6e génération de tonneliers. Nous fabriquons des barriques à destination de l'élevage des vins et du vieillissement des spiritueux, cognac, rhum, whisky. Et nous bossons dans 45 pays du monde. Nous fabriquons environ 40 000 barriques par an et 250 gros contenants qui vont servir à faire vieillir le cognac de notre entreprise locale. Et enfin, Monsieur Coquart. Alors, Legrand est une société, on remonte un peu dans le temps. Legrand est une société créée en 1860 et qui fait aujourd'hui des produits électriques et digitaux pour les bâtiments. Donc, ça va des simples interrupteurs à prise de courant à la maison, produits pour la maison intelligente, par exemple. On a le siège social à Limoges. On est coté en bourse et on fait aujourd'hui un peu plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 36 000 salariés dans une centaine de pays. Merci à nos invités d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Alors Dorothée, vous êtes vous-même entrepreneur en Nouvelle-Aquitaine. Que vous inspire ce rapide tour de table? Alors ce tour de table est fascinant puisqu'il montre quand même le dynamisme et la diversité de nos régions. On a quand même ici une multinationale de très très belles PME, dont une entreprise familiale qui finalement sont dans des métiers complètement différents. Voilà. Moi, il y a un thème quand même qui m'est cher, c'est comment les liens se tissent entre un territoire, des entreprises et des femmes et hommes qui l'animent. Moi, je pense qu'on devrait commencer par là, c'est comprendre comment leur identité, l'identité de leurs entreprises, est connectée avec la Nouvelle-Aquitaine. Merci Dorothée. Alors effectivement, avant d'aborder peut-être les différents thèmes qui ont été sélectionnés pour cette émission consacrée à la Nouvelle-Aquitaine, nous intéressons-nous à l'histoire de vos entreprises, de leur installation et jusqu'à leur développement en Nouvelle-Aquitaine. Donc d'abord pour commencer, Benoît Coquart, pouvez-vous revenir sur l'histoire du groupe Legrand? Comment un atelier de porcelaine est-il devenu le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment? Alors, c'est effectivement là l'origine de notre emplacement à Limoges. C'est qu'à l'origine, Legrand était une fabrique de porcelaine. Bon, vous savez que Limoges est une place forte de la porcelaine mondiale. Et puis, la société a été rachetée après la Deuxième Guerre mondiale par deux familles d'industriels du Nord. Et à l'époque, l'essentiel de l'activité, c'était la porcelaine. Et puis, il y avait une petite ligne de production qui était utilisée pour des produits électriques, la porcelaine étant plutôt un bon isolant. Et puis, toute l'usine a brûlé. Et au moment de reconstruire l'usine, ils se sont posé la question de savoir est-ce qu'on continue dans la porcelaine ou est-ce qu'on réoriente entièrement l'activité d'entreprise sur les produits électriques. Ils ont choisi la deuxième solution, Mhm. ce qui était plutôt une décision entrepreneuriale plutôt intelligente, puisque aujourd'hui,
les produits électriques se sont beaucoup développés, la porcelaine est un peu plus en souffrance. Voilà, et du coup, ces 60 dernières années, on s'est développé exclusivement dans le domaine de l'appareil électrique sous toutes ses formes. Et c'est là l'origine D'accord. de notre implantation à Limoges. Nous étions à l'origine une fabrique de porcelaine. Et Benoît Coquart, cette histoire si particulière du groupe Legrand est toujours ancrée dans la mémoire des collaborateurs? Elle est ancrée dans la mémoire des collaborateurs français et limougeaux. Bon, aujourd'hui, on fait 85% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. On a 85% à peu près de nos effectifs en dehors de France. Alors, on ne peut pas demander à un Chinois, un Brésilien, un Russe, un Américain d'avoir une connaissance très très fine de l'histoire de Legrand. Mais ce qui est Bien sûr. très amusant, c'est qu'on a racheté des sociétés dans beaucoup de pays et beaucoup des sociétés qu'on a rachetées ont un peu la même histoire que Legrand. Donc, par exemple, on a racheté une société en Chine qui a commencé par la porcelaine et s'est développée dans les produits électriques. On a racheté une société au Brésil qui a commencé dans la porcelaine et s'est développée dans les produits électriques. Donc, même si les salariés de ces pays-là n'ont pas d'affinité particulière avec l'histoire très très longue de la société, il y a quand même un certain nombre de traits communs. Mais pour les salariés français, ils sont très conscients de cette trait d'histoire-là, et d'autant plus que beaucoup habitent encore à Limoges, travaillent à Limoges, et certains sont encore en contact avec les familles fondatrices, par exemple. Et Sophie Angster, vous concernant, comment avez-vous eu l'idée de créer un atelier artisanal de luxe spécialement dédié à la chaussure féminine dans le Périgord? Alors, on est parti du principe qu'il était très difficile aujourd'hui de trouver des chaussures à la fois élégantes et confortables. Donc c'est parti d'une idée avec mon associé que j'ai rencontré à la crèche de mon fils. Donc on ne se connaissait pas, on est parti là-dessus parce qu'à l'époque je travaillais dans une grande maison de luxe et j'avais des chaussures à la talon pas très confortables. Et on s'est dit mais ça serait génial de développer une application smartphone et de pouvoir faire des chaussures vraiment mesure des pieds, et donc élégantes et confortables. Donc dans un premier temps on a cherché un atelier de production en France et j'ai eu tout un tas de charmants messieurs qui m'ont dit mais ma petite dame, c'est pas comme ça qu'on fait des chaussures. On va pas faire un pied droit, un pied gauche différent. Nous, madame, on fait de l'industrie, il faut faire une centaine de paires en noir. Et puis, l'autre truc, ça m'intéresse pas. En tout cas, avec Franck, on était un petit peu déçus. Puis on s'est dit, nous, on y croit, c'est pas grave, on va créer notre atelier de fabrication. Donc, on a cherché en fait la région dans laquelle implanter cet atelier, et donc le siège social de notre entreprise. Donc, nous, tous les deux, on est parisiens. Moi, pour le coup, je n'étais jamais allée en Dordogne. Et c'est en sillonnant la France qu'on a trouvé vraiment un département très dynamique dans la filière cuir et qui voulait vraiment qu'on vienne. Et on a, enfin voilà, c'est comme ça qu'on s'est implanté. On a trouvé un local vide, on a acheté des machines, on a recruté une équipe qu'on a fait venir d'un peu partout en France. Et puis on a lancé l'aventure comme ça, début 2016. Très intéressant. Sophie Engster, comme vous venez de le dire, le Périgord est un bassin d'élevage important. On y travaille depuis toujours le cuir, les peaux. Et ce savoir-faire artisanal régional est ancré dans les valeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous communiquez? Oui, on communique beaucoup dessus parce que c'est important et aussi on communique à la fois pour plusieurs aspects. Déjà, c'est important de mettre en valeur cette fabrication artisanale française puisqu'elle est en voie de disparition. Et puis aussi, c'est en communiquant qu'on donne envie à des jeunes aujourd'hui de se former et de nous rejoindre puisque c'est vraiment un savoir-faire en voie de disparition. On en parlera peut-être après. Mais la formation, c'est un enjeu clé pour nous et ça a été une vraie difficulté au démarrage de trouver des gens qui aient encore ce savoir-faire. Jean-Charles Vicard, peut-être, le groupe Vicard est bientôt centenaire. Pouvez-vous nous expliquer le positionnement, le double positionnement à la fois porté sur l'innovation et la tradition de votre entreprise? Alors on a au cœur d'un territoire, le Cognac, en pleine Charente qui est mondialement connu. Donc nous on s'est ancré ici parce qu'il y avait besoin de tonneliers, parce que le cahier des charges Cognac doit obligatoirement, avoir le cognac doit passer obligatoirement en barrique, sous bois de chêne. Et donc le métier de tonnelier, s'est créé, de nature, comme il s'est créé dans d'autres régions vinicoles, Bourgogne. On a des points de tonnellerie en Bourgogne, on en a aussi à Bordeaux et on a aussi le secteur Cognac. Donc en fait, on s'est ancré naturellement à Cognac il y a une centaine d'années. On fabriquait très traditionnellement parce que on n'avait pas suffisamment de machines et donc l'homme, l'être humain était incontournable dans ce métier. L'être humain n'est pas infaillible, donc il a fallu progressivement l'assister au fur et à mesure que la production montait.
Donc les technologies sont arrivées, on les a progressivement mis en place, utilisées sans pallier à l'être humain, mais que l'être humain fasse du contrôle plus que de la production, parce que c'est quand même un métier qui est assez pénible. Donc on s'est doté d'outils progressivement, notamment sur la cuisson du bois, parce qu'aujourd'hui on apporte des arômes au vin et au cognac de par la torréfaction, en gros, du chêne, qui apporte des arômes de caramel, de parfums grillés. Et donc on a des intensités de cuisson et des températures à tenir. Et l'œil de l'être humain n'est pas suffisamment rigoureux dans la durée, toute une journée, pour valider ça. Donc on a des sondes de température, enfin on est un peu les étoilés Michelin de la cuisson du bois. Donc voilà pourquoi aujourd'hui l'innovation a besoin de s'allier avec la tradition pour pouvoir faire progresser le métier. Jean-Charles Vicard, le fait d'être basé sur un territoire viticole très connu et d'en plus être une entreprise familiale, est-ce que c'est un gage de qualité pour vos clients? Et je pense particulièrement au marché américain sur lequel vous vous développez. Alors je pense que oui et non. Oui, parce que on bénéficie d'une image cognac qui est énorme, et donc bah, si c'est pas fait à Cognac, ça va être un alcool qui va s'appeler le brandy, et le brandy s'en fait dans le monde entier. Donc oui, si je parle de la partie spiritueux, le fait d'être basé à Cognac et d'être ancré dans ce territoire depuis très longtemps, forcément, il y a une image qui se dégage et qui donne confiance à mes clients qui sont à l'autre bout de la planète, en Asie, aux États-Unis. Donc ça, oui. Mais après, on a un gros marché vin aussi, pour lequel il y a des tonnelleries également en Bourgogne, il y a des tonnelleries à Bordeaux. Et là, c'est plus forcément une image. On va, c'est surtout une expérience. Donc le fait d'être, on va dire, ancestral, hein, d'avoir une expérience vieille de 100 ans, oui, là, ça nous donne beaucoup de crédibilité pour nos clients. Alors maintenant que nous connaissons davantage vos entreprises, entrons dans le vif du sujet et parlons d'un sujet qui est important, l'emploi. Je sais que voilà, c'est une question primordiale dans le management d'une entreprise et d'autant plus, il me semble, quand on est situé dans les territoires. Dorothée, qu'en pensez-vous? Absolument, Laura. Je pense que d'abord, il est important de se donner quelques repères en matière d'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le solde des personnes qui s'installent en Nouvelle-Aquitaine est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Ce qui montre quand même une forme d'attractivité de Oui, la bien sûr. Nouvelle-Aquitaine. Chez Indépendance Royale, très régulièrement, on recrute des personnes qui viennent de grandes métropoles et qui souhaitent s'installer dans des villes moyennes pour la qualité de vie. Ensuite, la Nouvelle-Aquitaine, en quelques chiffres, déjà, c'est la plus grande région de France en superficie, et c'est aussi 160 milliards d'euros de PIB, ce qui en fait quand même la 3e région française. C'est aussi la Nouvelle-Aquitaine, 2 millions d'emplois. Donc, dans ces 2 millions d'emplois, vous avez 230 000 cadres, et la répartition se fait pour un tiers sur les services publics. On a un peu plus de 40% sur les transports et le service, et le reste, donc, qui se ventile sur des activités fortes que sont l'industrie, le BTP et bien évidemment l'agriculture. Mhm. Donc on a vraiment un réel dynamisme de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Néanmoins, forcément, il y a encore quelques métiers en tension. Si je prends l'exemple d'Indépendance Royale, les métiers du développement informatique. Oui, effectivement. Alors justement, parmi nos invités, est-ce qu'il y aurait des métiers en particulier sur lesquels vous avez du mal à recruter? Benoît Coquart, par exemple? Il n'y a pas de grosse tension sur les recrutements, même s'il y a quelques métiers, c'est vrai, où c'est plus compliqué. Dorothée parlait des métiers informatiques. Nous, c'est des métiers très liés qui sont, par exemple, les métiers liés à la donnée. Ce qu'on appelle aujourd'hui les data analysts, les data scientists, les gens qui vont aller en production, ou en commerce ou en administration, aller à la pêche aux données et puis nous faire des recommandations sur ce qu'il faudrait faire derrière. Donc ça, c'est des métiers qui sont effectivement un petit peu en tension. Ceux qui ont du mal à recruter dans nos métiers, c'est pas vraiment les industriels comme le grand, c'est plutôt nos clients. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes, par exemple, artisan électricien, Oui. c'est pas facile de trouver des apprentis de bon niveau. C'est pas facile de trouver des gens volontaires pour embrasser ces métiers-là, alors que c'est des métiers qui ont un potentiel formidable. Donc la tension elle est plus sur l'aval de la chaîne économique et en particulier sur les installateurs électriciens, pas forcément beaucoup pour les sociétés comme le grand. Et Sophie Angster, tout à l'heure, vous disiez que justement la formation est capitale pour vous. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce point? Alors nous, le recrutement, c'est très très compliqué parce qu'en fait, il n'y a plus de formation dans la chaussure depuis quasiment 20 ans.
Et ça, clairement, quand on a créé l'entreprise, on ne l'avait pas vu. On s'était dit, bon, ben voilà, on va monter en capacité, on recrutera des gens. Et en fait, déjà rien que pour créer l'entreprise, c'était très compliqué. Sachant qu'on cherchait, on avait une petite équipe, on n'était que 6 au démarrage. Il fallait du coup des experts. Par exemple, au montage, il me fallait quelqu'un qui maîtrise 15 étapes du montage, alors que dans les plus grosses sociétés, on va avoir quelqu'un, une personne par tâche. Ce qui est d'ailleurs Mhm. pas très enrichissant, forcément, pour les Oui. artisans. Donc, ce qu'ils aiment chez nous, c'est de pouvoir maîtriser une grande partie de leur métier et pour les piqueuses, voilà, d'emmener la tige d'un bout à l'autre. Par contre, pour trouver des gens qui ont ce savoir-faire là, c'est compliqué. Donc, dans un premier temps, on a réussi à constituer ce noyau dur et maintenant, on recrute des gens qui n'ont aucune expérience, mais on les recrute par une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation et qui permet en fait de détecter des potentiels. Et donc, il y a des gens qui n'ont jamais touché une machine à coudre de leur vie. On détecte ce potentiel-là grâce à Pôle emploi. On les intègre dans l'entreprise et très vite, effectivement, on découvre de vrais talents. Et alors, Jean-Charles Vicard, dans un métier centenaire comme la fabrication du cognac, est-ce que vous aussi, vous avez du mal parfois à recruter? La formation est peut-être un sujet Alors, je ne vais capital. pas parler qu'au nom de la tonnerie, mais on a aussi une activité de fabrication de cuve inox qui est très dépendant pour l'élaboration du vin et du cognac. Mm. Et que ce soit des tonneliers, des soudeurs inox. Et si on va un peu plus dans le bâtiment, les couvreurs, plus personne ne veut monter sur les toits. Les plombiers, on trouve plus de bons soudeurs. Donc en fait, aujourd'hui, oui, il y a un réel problème de recrutement et surtout dans les métiers artisanaux. Je rebondis sur tout ce qui a été dit avant. Et il est urgent de repenser ça. Je ne crois plus vraiment aux chambres de métiers. Les jeunes ont évolué d'une certaine façon. Aujourd'hui, ils s'attachent plus à une entreprise. Ils veulent découvrir des choses nouvelles, ils veulent que ça y aille vite, ils veulent se valoriser tout de suite et maintenant. Donc il faut aujourd'hui, je pense que on ira plus vers des académies internes entreprises que sur des centres de formation en alternance. Je pense qu'aujourd'hui, la culture de l'entreprise, il faut la remettre au goût du jour, avoir des maîtres d'apprentissage dédiés dans les entreprises et prendre les jeunes et vraiment leur inculquer de nouveau cette valeur dans l'entreprise qui s'est perdue depuis un certain temps. Et également, tous ces métiers qui sont de tradition, hein, le tonnelier, le menuisier, le charpentier, le couvreur, le soudeur, c'est des métiers qu'il faut revaloriser à leur juste valeur. C'est très intéressant. On voit effectivement que l'emploi participe amplement à la dynamique d'un territoire, mais pas seulement. Je pense que ce qui participe aussi à la dynamique d'un territoire, c'est l'écosystème, c'est-à-dire la façon pour les entreprises de tisser des liens. On a longtemps parlé de cluster, en fait. C'est un phénomène qui a été étudié depuis le 19e siècle par de grands économistes, avec des exemples très connus. Si je vous parle de Silicon Valley, tout le monde connaît. Oui, Et effectivement. en fait, le succès de la Silicon Valley s'est fait par la rencontre sur un même territoire du hard et du soft, c'est-à-dire de fabricants de matériel et d'entreprises de logiciels. Donc, ces valeurs de relations interentreprises, c'est justement un des fondamentaux d'une organisation telle que le MEDEF. Finalement, c'est une communauté d'entreprises qui se rencontrent, qui se réunissent pour partager, pour co-construire, mais aussi pour collaborer. Mhm. Et alors, effectivement, je me tourne vers nos invités pour leur demander comment se traduit cette dynamique territoriale concrètement dans vos entreprises respectives. Est-ce que le fait d'être inséré comme ça dans un écosystème régional vous permet d'interagir davantage avec vos pairs? Benoît Coquart? Alors nous, on a cette particularité d'être la seule société du CAC 40 implantée en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un titre de gloire, on en est très fiers. Du coup, on est assez sollicité par un certain nombre d'organismes pour pouvoir aider, appuyer, faire des benchmarks avec un certain nombre de sociétés et de sociétés locales. Et on le fait très volontiers parce qu'on considère qu'on a un rôle local. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que quand on est une grande société, on a toujours le risque de devenir un peu arrogant. Et je trouve que c'est bien aussi de se confronter à un certain nombre d'autres sociétés, notamment des sociétés plus petites, et de constater qu'elles font des choses parfois mieux que nous. Donc nous, on est très actifs pour prendre un exemple. À Limoges, il y a un centre d'expertise très fort qui est tout ce qui est assistance à l'autonomie, que Dorothée connaît bien. C'est tous les produits et solutions qui permettent aux personnes âgées de demeurer chez elles en sécurité et pas d'aller forcément en maison de retraite. Indépendance Royale est très actif dans ce domaine-là. Le Grand est très actif dans ce domaine-là. Mais il s'avère qu'en Limousin, il y a, Grand Limoges, il y a tout un tas d'organismes
de tests, d'essais qui sont faits par plein de gens très intelligents sur ce domaine-là. Bon, bah, je crois que le grand aurait bien tort de se priver de ce savoir-faire. Donc, on participe par exemple à beaucoup d'expérimentations locales. Et on le fait avec un certain nombre d'acteurs économiques. Voilà, parce qu'on pense qu'on a également beaucoup de choses à prendre de ce tissu-là. Voilà. Donc, à la fois, on essaie de contribuer en partageant notre expérience, notamment tout ce qu'on apprend en dehors de France. Et puis, d'autre part, on bénéficie aussi de l'expérience locale, par exemple sur ce sujet de l'assistance à l'autonomie. Et Jean-Charles Vicard, avez-vous le même type d'opportunité en Poitou-Charentes? Alors, on parlait de la Silicon Valley tout à l'heure, mais il y a en Charente la Spirit Valley. Il faut savoir qu'au-delà du cognac, il se fait à Cognac du gin, de la vodka, donc, et qui sont des marques très connues dans le monde entier. Et pourquoi? Parce qu'on a plusieurs sources d'eau relativement pure et neutre à côté de Cognac, Oui. exactement à Jansac-la-Palud, qui permet de pouvoir réaliser ces produits en Charente. Et donc, cette Spirit Valley a été constituée pour fédérer aussi tous les métiers de l'écosystème. C'est-à-dire, on a les emballeurs, on a les verriers, on a plein de métiers qui tournent autour du cognac et des autres spiritueux qui nous permettent de pouvoir être plus forts en se regroupant. Donc, oui, on a déjà ce type d'écosystème et également, on parlait du MEDEF tout à l'heure. Par le biais du MEDEF, on est également en train de développer une application qui s'appelle Business Connect, qui a été créée pendant le premier confinement du Covid, parce qu'on s'est rendu compte que le circuit court était primordial pendant ce confinement. Et on s'est dit, ben, il faut que toutes les entreprises, nous c'est en Charente, mais ça va se passer demain un peu partout, il faut qu'on ait des solutions très rapides pour nous approvisionner, pour répondre à une demande de projet, là, au sein du territoire. Donc voilà, on n'est pas resté immobile et on a travaillé donc au sein du MEDEF Charente, mais c'est quelque chose qui se fait aussi au niveau du MEDEF de chaque territoire. On a travaillé pour que toutes les entreprises demain s'interconnectent. Alors, Sophie, peut-être dans le monde de la chaussure et dans le monde du luxe, est-ce qu'il y a aussi des connexions comme ça entre les entreprises? Alors déjà, on a eu la chance d'être accueillis vraiment à bras ouverts en Dordogne, puisque nous, on ne venait pas de la région. Immédiatement, on a été sollicité par d'autres grandes entreprises de la chaussure pour les aider parfois sur un pic, sur de la coupe ou sur du piquage. Et plus récemment, l'année dernière, pendant le premier confinement, on a beaucoup d'entreprises de Dordogne, et notamment l'agence Périgord Développement, qui nous ont appelés en nous disant il faut absolument que vous mettiez à faire des masques, parce que les entreprises de Dordogne n'en ont pas, et certaines ne peuvent pas rouvrir. Et on a été confrontés à des sociétés comme un producteur de fraises qui n'avait pas le droit de récolter ses fraises parce qu'il n'avait pas de masque à fournir à ses saisonniers. D'accord. Enfin, c'était assez délirant. Donc nous, on était très embêtés avec Franck, on était confinés dans le nord de la France et nos piqueuses devaient rester à la maison. Donc on ne voyait pas bien comment faire des masques sans piqueuses. On n'est plus que 4 personnes dans l'équipe qui pouvaient travailler. Et on s'est dit, bah, tant pis, on va essayer. Donc on est descendu, on s'est fait 9 heures de route. On a réorganisé tout l'atelier pour faire ces masques et puis on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué et que finalement des gens qui avaient un petit peu de savoir-faire un peu habiles pouvaient le faire. Donc le mardi, on a commencé, on était 4. Et le soir, Franck me dit, parce qu'au début, il n'était pas très chaud. Il me dit, mais t'as raison, en fait, il faut faire des masques, mais on va pas en faire 400 par jour, ça sert à rien. J'ai trouvé 10 machines à coudre en liquidation judiciaire, on les achète et puis tu recrutes des gens et puis on se lance. Le mardi, on était 4, le jeudi, on était 8. Le lundi d'après, on est passé en 2-8, on était 16. Et puis la semaine d'après, on a déménagé d'atelier pendant le week-end et on était 40. Et on travaillait de 5h à 22h, Franck et moi, toute la journée avec ces 2 équipes de gens qui évidemment n'étaient pas des experts des masques, ni même des piqueuses, mais on avait un photographe de sport, des cuistots, on avait une coiffeuse, enfin toutes les bonnes volontés qui avaient envie de s'investir, qui parfois avaient vraiment besoin de travailler. Mais ça a été une aventure extraordinaire et 2 fois par jour, on avait des entreprises qui venaient chercher du coup des masques et qui pouvaient rouvrir. En fait, du jour au lendemain, il y a des entreprises qui rouvraient au fur et à mesure qu'on livrait ces masques et on a produit jusqu'à 5000 par jour. Voilà. Merci Sophie Angster pour ce partage d'élan de solidarité. Alors, la fracture territoriale, il me semble, est un grand thème à la mode en ce moment. Le rapport Rééquilibrer le développement de nos territoires, publié par l'Institut Montaigne il y a peu de temps, en détaille parfaitement les enjeux. Alors Dorothée, qu'est-ce que vous pensez, vous, sur la question? C'est un vrai sujet. En fait, la France connaît depuis la fin des 30 Glorieuses un phénomène très très important de métropolisation.
en fait, on assiste à un déséquilibre économique entre les grandes métropoles et le reste du territoire finalement. Bien sûr. Et ce phénomène de métropolisation est très très marqué en France, bien plus que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Pour vous donner deux exemples, les 15 grandes métropoles françaises donc ont participé à 81% de la croissance du PIB par habitant contre 51% pour l'ensemble de l'OCDE. Donc c'est quand même relativement conséquent. Et si on parle d'emploi, finalement, le phénomène est encore plus phénoménal, puisque entre 2009 et 2019, en 10 ans, sur 1 340 000 emplois, 1340 emplois, ça ferait pas beaucoup, on voit que les 20 plus grandes métropoles et le Grand Paris ont créé 80% de ces emplois-là. Oui, Donc c'est quand même très conséquent. Oui, c'est énorme. Et alors, je me tourne encore une fois vers les principaux concernés. Quel est votre regard sur l'attractivité de votre région, de la Nouvelle-Aquitaine? Peut-être ses points faibles, points forts. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et comment, d'après vous? Peut-être Jean-Charles Vicard? Alors moi, il faut vraiment avoir un regard d'avenir. Aujourd'hui, on voit une mutation de nos activités vers l'éco-responsabilité, l'environnement durable. Donc il y a toute un avenir qui se laisse entrevoir, où il va falloir bouger pour être beaucoup plus vertueux dans sa démarche d'entreprise. Notamment pour ma part, j'ai envie d'autoconsommer d'ici mi-2022, c'est-à-dire que je vais m'employer pour pouvoir, je fais déjà beaucoup, mais récupérer mes fumées de foyer qui cuit mon bois, récupérer ça et s'en servir pour réchauffer de l'eau. Donc ça s'appelle de la chaleur fatale. Et le fait de récupérer cette énergie et de la faire passer dans des échangeurs pour faire de l'eau chaude, c'est vertueux et c'est de la chaleur qui s'en allait dans la nature. Donc, toutes ces choses à réfléchir. Aujourd'hui, la matière première, avec le climat, le chêne que l'on utilise est en train de commencer à dépérir. Pourquoi? Parce qu'on a des vagues de chaleur beaucoup plus importantes. Le chêne, certaines essences de chêne craignent la chaleur et commencent à dépérir sur pied. Donc, en fait, il va falloir faire attention encore un peu plus à nos forêts. On a un organisme d'État qui commence à être fragile, l'ONF, et donc il va falloir vraiment mettre vraiment un regard attentionné sur la forêt, par exemple. Donc ça veut dire, pourquoi pas en zone un petit peu, je dirais, pauvre, pourquoi pas utiliser des terroirs pour replanter des chênes, parce qu'aujourd'hui on en manque en France. On a une telle demande. Avant, les forêts de chênes avaient été plantées par Colbert et servaient à fabriquer des navires. Et progressivement, c'était vraiment une utilisation franco-française. Et progressivement, le chêne a commencé à s'exporter. Et aujourd'hui, l'Asie est un gros demandeur. Et nous, bah, du coup, on a plus suffisamment de ressources. Et demain, ça va être compliqué. Donc, on a une inflation de la matière. Donc, je pense que demain, il faut penser différemment. Il faut commencer à voilà, replanter des forêts. Déjà, ça va faire du bien à notre planète. Et puis derrière, c'est tout. Moi, je suis en train de travailler sur un emballage de mes barriques. Quand j'exporte en Australie, aux États-Unis, il y a des fois 45 jours de bateau en container. Les barriques subissent des variations de température et d'humidité. Et il faut un emballage solide. Et aujourd'hui, l'emballage, c'était du carton et du film étirable. Donc, c'était pas tellement éco-responsable. Et donc, on est en train de bosser sur des emballages de chanvre qui seraient compostables. Ça veut dire que l'emballage arriverait à destination, on le met sur un tas et en 3 mois, il se transforme en compost. Donc ça, c'est quand même des projets ambitieux. Le problème, c'est qu'il voilà, il va falloir du chanvre. Donc le chanvre, aujourd'hui, il faut le cultiver. Et pourquoi pas, voilà, attirer ce genre d'entreprise ou de nouvelle agriculture qui permettrait de revaloriser certains territoires et de pouvoir surtout créer encore là un écosystème et synchroniser les entreprises entre elles pour pouvoir produire en local. Et Benoît Coquart, partagez-vous cet avis? Quel est votre regard sur l'attractivité de votre région? Je crois que la région Nouvelle-Aquitaine, elle est composée quand même d'un certain nombre de réalités un petit peu différentes. Donc, l'attractivité de Limoges est probablement pas la même que l'attractivité de Bordeaux, Bien par sûr. exemple. Nous qui sommes essentiellement basés à Limoges, où nous y employons quand même près de 2000 personnes,
je constate que malheureusement, Limoges n'a pas l'image qu'elle mérite. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est une ville et un bout de région dans lequel l'immobilier est pas cher, il fait bon vivre, c'est très sûr. Et les salariés, quand ils y viennent et qu'ils connaissent pas la région, ils viennent un peu en traînant des pieds. Et puis, ils sont très contents, finalement. Euh, voilà, donc je trouve qu'il faudrait qu'on continue à travailler à l'attractivité de la partie limousine de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a probablement deux sujets qu'il faut traiter, sur lesquels on travaille avec les différents organismes locaux. Le premier, c'est celle de l'image, tout simplement. C'est que si je vous dis, vous, qu'est-ce que Limoges évoque pour vous, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'images positives qui viennent naturellement à l'esprit. Donc, travailler sur l'image. Et puis, deuxièmement, travailler sur les infrastructures de transport. C'est vrai que voilà, on aimerait bien avoir, par exemple, une 4 voies qui aille jusqu'à Poitiers et à Nantes. On aimerait bien avoir une liaison ferroviaire pour Paris en 2h30 et pas en 3h30. Voilà. Je crois que c'est les deux sujets sur lesquels il faut travailler, l'image et l'infrastructure de transport. Et Sophie Angster, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait, parce que j'ai envie de dire qu'à Nontron, c'est encore pire qu'à Limoges. Donc, pour faire venir des gens, parce qu'on est à la campagne, on est dans une sous-préfecture où il y a 3500 habitants, donc c'est vraiment petit. Évidemment, il y a le prix de l'immobilier, en fait, qui m'a servi à convaincre notamment des salariés qui ne voulaient pas bouger et qui étaient à Oui. Romans-sur-Isère. Donc, quand ils ont vu les prix, c'est quelque chose sur lequel on devrait davantage communiquer, clairement. Et après, nous, on a un gros problème sur la fibre. C'est-à-dire quand on crée une société en plus comme la nôtre qui est innovante, mais après pour toutes les autres entreprises de Dordogne et particulièrement de Nontron, c'est le cas, quand on n'arrive pas à charger des images parce que ça met trop de temps ou que ça met 1 heure alors qu'à Paris ça me prend 1 minute, Oui. c'est honteux. Donc nous on a tout essayé, on avait même essayé à un moment le satellite, sauf qu'en fait quand il y avait du brouillard, on n'avait plus internet. C'est des choses auxquelles on ne pense pas et il y a urgence en fait à déployer cette fibre dans les territoires pour que tout le monde puisse s'installer. Parce que si on ne peut pas travailler, si on ne peut pas télécharger des images, moi un jour j'avais une image à envoyer à Gala, on n'a failli pas avoir l'article parce que ça a mis 2 heures à charger et que j'étais plantée à Nontron. Voilà, c'est Ouais. un problème très concret. Effectivement. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être partagé. Bordeaux n'a pas forcément les mêmes problématiques de Limoges. Et plutôt que d'opposer la France des grandes métropoles et la France des territoires, il faudrait les associer dans une dynamique Oui. commune. Et c'est, je pense, aussi le rôle des actions, des organisations telles que le Bien sûr. MEDEF, mais aussi, comme le mentionne le rapport de l'Institut Montaigne, aussi le rôle des actions des écosystèmes en territoire, avec la formation, le numérique effectivement, et également les infrastructures. Oui. Pardon. Finalement, la dynamique de la Nouvelle-Aquitaine, son attractivité, elle devrait se renforcer dans son ensemble, qui est plus d'homogénéité entre les territoires. Et alors, merci Dorothée pour ce bilan très instructif. Peut-être avant de terminer, auriez-vous une dernière question pour les invités? Oui, le premier rôle d'un entrepreneur, c'est tout simplement d'entreprendre. Donc moi, j'ai envie de leur poser la question de leurs projets pour les années à venir. Qui veut prendre la parole? Alors, Peut-être. nous, Allez. tout est à construire, hein. La plus petite entreprise ici. Donc là, on se recentre sur notre activité principale qui est évidemment la fabrication de souliers. On travaille sur le développement d'une ligne homme qu'on espère lancer d'ici la fin de l'année parce qu'on nous la demande depuis longtemps. Et on a de très belles collaborations en cours avec des gens assez connus qu'on va lancer en fin d'année. Donc je pense que ça va nous aider aussi à développer la notoriété de la marque parce que c'est pas facile de construire une marque et de se faire connaître tout de suite. Et puis on est en train de développer en fait Chamberlain à l'international. Donc là on vient d'ouvrir, juste avant le Covid, on avait ouvert un premier distributeur en Chine. Donc là on est en train de relancer un petit peu la machine. On vient d'ouvrir un premier distributeur aux États-Unis, à Amsterdam. On est en train de voir pour la Suisse et la Belgique. Donc en fait là, bien que le contexte soit compliqué, on a tout qui est en train de se développer. Donc c'est le fruit des 5 dernières années de travail qui est en train de porter. Et Jean-Charles Vicard, quels sont les projets pour le groupe qui fête bientôt son centenaire? Mais c'est de stabiliser ce groupe. C'est aujourd'hui, c'est de l'orienter, de le tourner vers l'avenir et des problématiques qui vont se poser. Et puis aussi de préparer les générations d'après. Et donc, pour préparer les générations d'après, on utilise, je reviens sur la ressource, on utilise un chêne qui a 200 ans. Donc, c'est énormément d'années pour que ce chêne puisse pousser. Donc, il va falloir anticiper la demande et commencer d'ores et déjà à se poser les bonnes questions. Donc, c'est tout ça. Et c'est aujourd'hui
redonner aux entreprises une image vertueuse. Donc c'est plutôt ça et continuer surtout à anticiper. On a des coûts de transport qui continuent à augmenter, on a des coûts de production qui continuent à augmenter. Donc c'est continuer à amener, à diminuer la pénibilité dans nos entreprises et toujours augmenter la qualité du produit et avec une bonne productivité. Donc c'est cet équilibre triangulaire qu'il faut continuer à pousser tranquillement sans avoir, les yeux trop fermés. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver et on marche sur le fil, en essayant d'anticiper l'avenir qui n'est pas forcément, très clair en ce moment. Et enfin, Benoît Coquart? Nous, l'objectif principal, c'est de repartir en croissance après cette année 2020 qui a été, je pense, pénible pour beaucoup d'entreprises. Je vois que vous dites, vous êtes On tous, imagine, bah oui. toutes d'accord. Donc, on voit bien que cette crise a également révélé l'importance du bâtiment dans nos vies. Bien sûr. C'est le fait qu'il faut être bien chez soi pour bien y travailler, s'y former. C'est le fait que les bâtiments demain deviendront de plus en plus verts. C'est le fait que si on n'a pas des bâtiments connectés, vous en êtes un bon exemple, on a du mal à travailler. Donc c'est dans les années qui viennent, avoir les bons produits, les bonnes personnes, aller sur les bons marchés géographiques, parler de la bonne manière à nos clients, de manière à pouvoir tirer parti de ces tendances-là. Voilà. Mais c'est clairement repartir à l'offensive après une année 2020 compliquée. Bah, écoutez, on vous souhaite une grande réussite, en tout cas dans tous ces projets. Cette émission touche à sa fin, donc je remercie encore une fois nos invités d'avoir été présents sur cette spéciale Nouvelle-Aquitaine. Dorothée, merci aussi pour votre expertise et puis votre témoignage. On se retrouve toutes les deux pour notre prochaine émission qui sera consacrée cette fois à la région Hauts-de-France. Voilà, merci à Laura tous. et merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.